Bonjour et bienvenue à tous dans Canal Algérie, mais aussi surtout dans votre magazine Bonjour d'Algérie. Nous sommes à quelques jours de la célébration du recouvrement de l'indépendance sur la radio et télévision algérienne. Et justement, à ce propos, nous avons l'honneur et le plaisir ce matin de recevoir l'un des pionniers des acteurs et des fabricants d'images. En l'occurrence, Mahidine Bentir sera notre invité, lui qui a été le premier rocker de l'Algérie, mais il a offert son premier logo à notre télévision. Il est aussi cet artiste aux multiples facettes, compositeur, auteur, également donc comédien, scénographe, costumier et j'en passe. Nous en parlerons tout à l'heure avec cet octogénaire très sympathique qui a voulu témoigner de son soutien indéfectible à la cause palestinienne, à qui il a offert quelques-unes de ses œuvres. Dans cette matinale, nous aurons l'occasion de recevoir un artiste d'une autre génération. Il s'agit de Brahmi Ben Ammar, qui nous vient de Nadrouma, de Tlemcen en l'occurrence, et qui lui aussi œuvre par le biais de ses œuvres et de ses travaux, donc notamment ses chansons, au soutien justement au peuple opprimé, et donc il œuvre pour la paix à travers ses chansons qu'on découvrira, ainsi que nombre d'ouvrages. Ils ont pour point commun donc d'avoir justement offert au paysage littéraire algérien des œuvres et des essais très importants, et très importants notamment aussi pour le patrimoine. Donc justement, c'est ma perche pour vous parler du Salon international du livre d'Alger, donc qui reprend très bientôt, et pour vous livrer justement les détails de cette nouvelle édition, donc complètement orientée vers l'Afrique, mais aussi qui a réservé une partie de sa programmation à la Palestine et aux plumes justement palestiniennes. Nous aurons le plaisir de recevoir le commissaire de l'événement, le SILA en l'occurrence. Il s'agit de Mohamed Igerb. Et puis dans cette matinale, nous aurons aussi l'occasion d'ouvrir un volet scientifique en parlant d'astéroïdes avec un chercheur du CRAG, Djouney Babaïs en l'occurrence, et aussi nous parlerons de l'arrivée des phoques moines qui vraiment dans la côte algérienne, Djidjel et Béjaïa. Les associations ont rencontré des spécimens rares donc de phoques moines. On va parler un petit peu de l'arrivée de ces animaux sur la rive algérienne et puis le pourquoi avec un biologiste. Ce matin, nous ouvrirons aussi une page sûreté et sécurité routière avec Safety Road, la rubrique de Hasna Zoubeiri. J'ai toujours envie et tendance à inverser. Mais bienvenue à tous et merci d'être là avec nous. Comme d'accoutumé, nous commençons ce magazine avec un point météo. Aujourd'hui, il est signé Amal Larabi. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Bonjour Amel. Bonjour Nadia. Toujours très contente de te retrouver le matin. C'est partagé. Oui. Voilà, avant même que vous ne me parliez de vos cartes, je sais que le taux d'humidité a tendance à s'élever ces jours-ci. Surtout en ce moment. On le sent. Oui. On a tendance Il avoisine les 70% transpirer. à peu près, hein, franchement. Oui. Ouais. 70%, c'est quand même important pour cette Pour un mois saison. d'octobre, oui. Oui. C'est des Voilà. températures hors saison aussi. Hein. En revanche, les baigneurs vont être heureux d'aller vers la Grande Bleue cette semaine. Ça fait des heureux, d'un Absolument. côté, oui. Ben voilà, donc qu'en est-il des cartes aujourd'hui? Que nous disent-elles par rapport aux nouvelles du ciel? On y va. Merci Nadia. Infiniment. Bonjour à tous et bon réveil surtout. Eh bien, le ciel se montrera souvent voilé. Aujourd'hui, sur les côtes ouest et centre, peu nuageux. Par contre, sur les côtes est, après dissipation, bien sûr, de la brume matinale. Par contre, vers les hauts plateaux et les régions intérieures ouest, centre et est, eh bien, on aura des passages nuageux durant cette journée.
Également, un ciel localement nuageux vers l'extrême sud, le Gher Tassili, le Sahara central, avec des orages qui peuvent engendrer quelques pluies cette fois-ci vers le Gher Tassili et le Sahara central. Et à noter aussi des foyers orageux vers le Bécharois, le Nord Sahara, le sud des Oasis, également le Sahara oriental, avec toutefois des ondes de sable vers le Nord Sahara, les Oasis, tout au long des frontières algéro-maliennes, le Sahara central et le Sahara oriental. Les températures, l'après-midi, eh bien, Météo Algérie a prévu un maximum de 33 degrés, et oui, pour un mois d'octobre. Du côté de Tlemcen, Relizage, Le Fain de Flatiz Ouzou et Annaba, 32 à Oran, 31 à Alger, 29 à Batna, 26 degrés du côté de Djelfa, 30 à Constantine, 24 à Al-Beyod. Au sud, 31 degrés, Béchar, Tamanrasset et Janet, 33 à Biskra, 32 à Gardaya, 34 à Elizi, 35 Tindouf, 36 à 37 degrés au Sahara central et 38 à 39 degrés l'extrême sud, plus exactement Ingezam et Borj Bedjimourtar. La mer aujourd'hui, eh bien, se montrera plutôt calme sur les côtes ouest et centre, peu agitée sur les côtes est avec des vents qui varient entre 10 et 30 km/h sur pratiquement l'ensemble des côtes, avec des vents variables sur les côtes ouest et centre et de secteur est sur les côtes est. Et on termine ce bulletin avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, eh bien, le soleil se couchera vers 18h10 et pour plus d'informations, bien sûr, vous pouvez consulter les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie et à tout à l'heure midi. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Merci beaucoup Amel pour toutes ces précisions. Merci. Passez une excellente journée. Excellente journée Radia, merci. Voilà, nous continuons de suivre avec beaucoup de douleur l'évolution, l'escalade de la violence du côté de Reza et donc nous réitérons chaque fois notre soutien indéfectible au peuple palestinien et aux victimes de la bande de Reza. Et pour preuve, nous allons rappeler tous ces artistes qui ont soutenu la cause palestinienne tout au long des années et des années, donc de génération en génération. Les artistes de tous bords ont essayé de crier fort non à l'injustice, à l'instar de Roger Waters et aussi au Pink Floyd qui ont consacré justement une de leurs chansons à la Palestine. Song for Palestine, c'est tout de suite. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. And we'll walk hand in hand. We'll walk hand in hand. We'll walk hand in hand one day. Deep in my heart, I do believe that we'll work hand in hand one day. And we'll break down the prison walls. We will tear down those prison walls. Together
and the truth will set us free. The truth will set us free. Truth will set us all free on that day. And deep in my heart, I do believe that the truth will set us all free on that day. And we shall overcome on that day. C'est toujours une grande émotion de réécouter cette belle chanson interprétée par les Pink Floyd, donc en hommage au peuple palestinien en souffrance. Donc aujourd'hui dans notre émission, nous reviendrons sur cette vraiment, comment dire, ce soutien et cette solidarité avec le peuple palestinien en souffrance. Donc gloire aux martyrs donc de la bande de Gaza. Et puis aujourd'hui, nous allons ouvrir d'emblée, au commencement de cette émission, nous allons parler de science avec des scientifiques qui viennent de me rejoindre sur le plateau, notamment donc Junaï Baba Issa. Vous avez l'habitude de le voir avec nous, c'est un passionné d'astronomie. Il est également chercheur au niveau du CRAC et aujourd'hui, il va nous parler d'astéroïdes. Bonjour Junaï. Bonjour. Ravi de vous retrouver ce matin. C'est un plaisir pour moi. Ravi de retrouver également donc un autre scientifique qui vient de l'université de Béjaïa cette fois-ci. Il est enseignant en écologie, en protection de l'environnement, donc et il vient témoigner d'un phénomène qui a été donc relaté par les réseaux sociaux cette quinzaine écoulée. Il s'agit de la découverte de spécimens de phoques moines sur la côte algérienne. Bienvenue à Mourad Ahmine pour en parler. Bonjour. La dernière fois, on avait parlé de chauve-souris. Exactement. Très bien. Donc, c'est vrai que c'est votre spécialité. Vous avez consacré beaucoup de travaux à cela. Je dirais que d'abord, ce n'est pas le phoque moine. D'accord, mais je sais pas, c'est ce qui a été repris par Voilà. la presse. Donc, le phoque moine, c'est une espèce de phoque qui existe en Méditerranée, donc qui bien. qui avait l'habitude de fréquenter nos côtes. Et puis malheureusement, on ne l'a plus revu depuis 2007. D'accord. Quels sont les effets? Donc, vous savez, c'est la pollution, donc les gens qui construisent sur les plages et ainsi de suite, et ils n'arrivaient plus à vivre en Algérie. Maintenant, depuis Ils n'arrivent pas à 2007, on n'a trouver pas. de répit, parce que c'est vrai que les phoques ont besoin de temps en temps d'avoir Du calme, de la d'être propreté sur, la et rive. disponibilité alimentaire aussi. Oui. Et là, comme il n'a pas trouvé ça, donc il est parti. Mais ces derniers jours, le 29 septembre, il y a eu un autre phoque, une autre espèce de phoque, qui a, donc je dirais d'abord accosté, parce qu'elle n'était pas morte, donc il n'était Oui, pas il mort. était vivant quand même. Il est sorti, Il y en donc, avait deux ou un? Non, un seul. Il est Ça fait sorti le 3 même. fois. Oh. Donc il est sorti la première fois entre la wilaya de Béjaïa et la wilaya de Jijel, du côté de Ziaman Soria. Et puis donc il a été remis à l'eau. Il y a eu des citoyens qui l'ont photographié, qui l'ont filmé. Donc il y a des citoyens aussi qui lui ont donné à manger, qui lui ont donné de l'eau. Et puis donc ils l'ont un petit peu poussé vers l'eau, il est reparti. Et puis donc quand j'ai eu l'information, j'ai lancé un appel sur les réseaux sociaux, j'ai dit voilà, essayez de faire attention, il va ressortir à quelques 50, 100 km, soit à l'est, soit à l'ouest. Donc là, s'il y a quelqu'un qui le voit et qui me contacte, ou bien qu'il contacte les personnes concernées, et puis on va essayer quand même de l'aider. Pourquoi ? C'est parce qu'il était blessé. Oui. Il avait une légère blessure, c'est tout. Et puis, bon, effectivement, donc, quelques jours après, le 3 octobre, il accoste toujours, il était vivant. Et puis, il accoste du côté de Bni Blaïd. Donc, Bni Blaïd, c'est dans la wilaya de Jijel, et à 65 km à vol d'oiseau du premier lieu où il a accosté. Et puis là, on voyait donc sur les vidéos qu'il était un petit peu mal au point. Petit peu mal au point. Et il y avait même des gens qui sont partis pour l'aider, pour faire le travail. Bon, ça, on pourra en parler après. Et puis, donc, il est reparti.
D'accord. Et 3 jours après, il ressort, donc le 5 octobre, il ressort du côté de Bni Fergan, donc une autre plage de la wilaya de Jijel, côté Skida, côté Ouadsour. Et là, il était donc malheureusement mort. Agonise. Ah, il Voilà. était déjà Parce que mort, là, c'était oui. un petit peu trop tard. Bon, il a L'épuisement. dû avoir une septicémie ou quelque chose comme ça, donc là, on ne peut pas le savoir. Je crois qu'il y a des gens qui vont faire l'autopsie. Tout à fait. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à ce qu'on le récupère, parce qu'il a été enterré par un pêcheur. D'accord. Par Donc- compassion. C'est vrai que ça a soulevé toute une vague de compassion à travers les réseaux sociaux. Vous en avez eu écho, Oui, Genève? tout à fait. Oui. Voilà. Ouais, ça vous a ému, j'imagine. Bien sûr, déjà, Oui. c'est comme mon confrère vient de dire, il faut savoir que la faune algérienne, il y a beaucoup de spécimens, on dit ça, c'est ça, et qui deviennent, qu'il faut les... Qui échouent sur nos rivages. Qui Qui échouent sur nos échouent, rivages, voilà, effectivement. tout à fait. Donc, Et, il faut faire on a attention. parlé, voilà, il y a quelque temps, on a parlé d'une tortue, il y a quelque temps, on a Oui, parlé la d'une tortue aussi. Alors, les tortues, c'est une nidification, c'est-à-dire qu'elle a Oui. mis ses œufs sur une plage, donc c'est la même plage, hein, c'est Bni Fergan du côté de Djel toujours, et puis les petits ont commencé à sortir. C'est la première fois, Oui. première fois que c'est fait en Algérie. La première fois que ça se passe en Algérie, et là c'est très important pour le pays. Oui. C'est très très important pour le pays. Et puis bon, maintenant... Là, on il faut- voit, pendant que vous parlez, on voit les images de ce malheureux phoque et voilà, donc qui a abouti entre les mains des scientifiques algériens. Vraiment. Mhm. Voilà, donc Oui, là, donc là, c'est quand il a échoué mort. Hein. Donc là, j'ai demandé qu'on le lave et qu'on fasse les mensurations. Et puis, bon, il a fallu que je le fasse moi-même. Donc, je l'ai fait. Et puis maintenant, il a été transporté du côté du centre cinégétique de Zeralda pour un travail de taxidermie. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il fallait quand même avoir certains éléments de ce phoque pour pouvoir le déterminer, parce qu'on ne savait pas de quelle espèce il s'agissait. D'accord. Donc au début, on croyait que c'était le phoque commun. Ce n'était pas le phoque commun. Après, on croyait que c'était le phoque gris, non plus. Après, on croyait que c'était le phoque du Groenland, mais avec quand même quelques doutes. Et puis, donc, quand il a été lavé, donc, et puis là, on voit donc quelles caractéristiques morphologiques de l'espèce. Mais donc, même comme ça, il y avait un certain doute. Donc là, il fallait avoir la dentition. Et donc, quand c'est arrivé du côté de Zeralda, donc ils ont ouvert, Oui. la Ils ont étudié la bouche, mâchoire, gueule, voilà. la mâchoire, Et la puis ils dentition. ont filmé les dents, on me les a envoyés, et comme ça, donc avec bien sûr les experts, quand même, on a été aidé par des experts étrangers aussi. Hein. Et puis là, donc le travail a été fait, et c'est formel. Donc le phoque qui a accosté et échoué malheureusement en Algérie, c'est un phoque du Groenland. D'accord. Et il est venu du côté de l'océan Atlantique, donc du Groenland carrément. Hein. Carrément Il est du venu nord de Groenland, l'Europe, Voilà, tout à du fait pôle en haut, Nord. oui. Et il l'a fait dans les 9000, 10 000 kilomètres. Oh mon Dieu. Maintenant, la question... Voilà, que révèle cette découverte, justement? Exactement. Que révèle cette découverte, Pourquoi pour finir? Ben, vous savez que de temps en temps, il y a des échouages. De temps en temps, il y a des égarements. Comme pour les oiseaux. Hein. Donc on retrouve une espèce d'oiseau en Algérie, normalement qui doit être inféodé à d'autres pays. Et puis ça doit être ça. Et puis il y a aussi une autre hypothèse, parce que c'est des hypothèses toujours. Hein. C'est que avec le changement climatique, l'eau s'est réchauffée en haut et elle s'est un petit peu refroidie ici en mer Méditerranée. calotte glaciale est en Donc train là, de- il est venu chercher quelque chose ici. Donc pour le moment, ça reste un petit peu des hypothèses. À l'étape hypothétique. Voilà. Voilà. On pose des hypothèses qui vont peut-être trouver des réponses. Au niveau hypothèse, donc les scientifiques ultérieurement. sont en train de se pencher sur ça. Très bien. Et puis là, si on avait eu le spécimen vivant, on aurait pu quand même faire un suivi, donc lui Oui, mettre une lui petite mettre une puce bague avec un monitoring oui. et tout. Malheureusement, maintenant... Il y en aura peut-être d'autres. Certaines hypothèses disent que c'est parce qu'il y a moins de pollution chez nous, mais on en parlera une autre fois. En tout cas, merci de nous avoir permis quand même de parler de ce phénomène qui a
qui a un petit peu envahi la toile la semaine écoulée. En tout cas, on va parler aussi d'un autre phénomène, mais cette fois-ci dans le domaine de l'astronomie. Les astéroïdes intriguent toujours. Les films, des films sont consacrés à ces phénomènes, à la découverte justement de l'air, de l'atmosphère spatiale, je ne sais pas comment dire, de l'espace de manière générale. Donc au début, je dois expliquer rapidement ce que c'est qu'un astéroïde. Donc un astéroïde est un petit corps rocheux qui tourne autour du Soleil. Il y a une ceinture qui s'appelle ceinture d'astéroïdes entre la planète Mars et la planète Jupiter, donc il y a une ceinture. Et dernièrement, il y a beaucoup d'événements astronomiques qui se sont déroulés. Par exemple, le 24 septembre passé, il y a eu la sonde Osiris-Rex. Donc, il y a eu une capsule il y avait des échantillons de l'astéroïde qu'on est en train de voir qui est Bennu. Et donc, cette capsule nous a ramené l'équivalent de 250 grammes de roches de cet astéroïde. Vous allez me dire pourquoi on s'intéresse aux astéroïdes, parce que c'est les vestiges du système solaire. Donc il y a de la matière qui est intacte, qui n'a pas changé, et donc qui nous explique comment le système solaire est né et comment il a évolué. Donc c'est très important d'étudier ces roches. Ces roches, c'est important de comprendre un petit peu leur voyage. Voilà. Et donc, ce qui est bien dans cette histoire, c'est que ces roches qui ont été ramenées, donc la NASA a commencé à parler ils ont fait une présentation de ce qu'ils ont ramené. Oui. Et c'était si mes souvenirs sont bons, je crois que c'était le 11 octobre passé. Et donc, ils ont découvert de l'eau et du carbone. Et donc, on sait pertinemment que l'eau et le carbone sont des composés chimiques très importants dans la vie. Et donc, c'est très important de constater qu'il y a les deux composants, ces composants. Il y a peut-être de la vie ailleurs, on en a toujours rêvé. La question reste toujours ouverte. Donc voilà, c'est un rush en ce qui concerne l'étude des astéroïdes. Il faut savoir que c'est la 3e fois qu'on ramène des échantillons d'un astéroïde. Donc ce n'est pas les Américains les premiers, donc c'est la 3e fois qu'on ramène des échantillons. On explore un astéroïde. La première fois, c'était la sonde japonaise Itokawa. C'était donc ils ont ramené c'est un peu de poussière. C'est en microgrammes, parce que mais quand même, c'était un premier pas. C'était un premier pas. La deuxième fois, c'était donc ils ont ramené la poussière de l'astéroïde qui s'appelle Itokawa. Et en deuxième lieu, c'était avec la sonde spatiale aussi japonaise, Hayabusa, c'était en 2020. Ils ont ramené aussi à peu près 5 grammes d'astéroïdes. Donc c'est la première fois qu'on ramène 250 grammes de... D'où l'importance de cette collecte, la dernière collecte a son importance. C'est la ruée vers l'étude des astéroïdes. Il faut savoir que les Chinois vont envoyer une autre sonde spatiale en 2025 pour étudier un autre astéroïde, et ils vont ramener aussi des échantillons en 2033. Il faut savoir aussi qu'il y a plein de sondes spatiales qui étudient ces astéroïdes. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, donc il y a une sonde, là on est en train de voir les échantillons qui ont été ramenés. Et pendant qu'une sonde revient, une autre se prépare est lancée. Donc, on a vu le lancement tout à l'heure. C'était le 13 octobre dernier. Le 13 octobre dernier, il y a eu le lancement de la sonde Psyché pour étudier ce petit corps céleste qui s'appelle 16 Psyché. Pourquoi ils ont choisi cet astéroïde ? Parce que c'est l'astéroïde le plus dense de notre système solaire. Il a une densité à peu près de 7,7. À titre de comparaison, la Terre a une densité de 5,5. Donc, pourquoi il est très dense ? Parce qu'il est composé essentiellement de fer, de nickel et, je dis bien, de l'or. Et donc, qui dit or, dit argent, et donc c'est pour ça qu'ils veulent étudier de près cet astéroïde. Voilà, d'où cette convoitise et cette ruée vers les astéroïdes. Voilà.
et il va se satelliser autour de C'est la l'histoire sonde. des chercheurs d'or qui va se renouveler, Voilà. n'est-ce pas, mais dans l'espace. Non, mais paraît-il, Oui. c'est une grande quantité d'or. Hein. Oui. Oui, Une oui. grande quantité d'or. Énorme, oui. Ce que je voulais dire, c'est que si, par exemple, si on divisait l'or qui existe dans cet astéroïde sur le nombre d'habitants sur la planète Terre, chacun aura l'équivalent de 1,2 milliard de dollars. On serait tous riches. C'est bien, c'est super. On va encourager justement Imaginez l'évolution. l'ampleur de la Oui. quantité phénoménale d'or que contient cet astéroïde. Donc, la sonde va se satelliser autour de cet astéroïde qui s'appelle Psyché en 2029. Donc voilà, grosso modo, à peu près en ce qui concerne les astéroïdes. Et donc, il y a d'autres, bien sûr, il y a d'autres centres spatiaux comme Lucy qui va étudier d'autres types d'astéroïdes. Donc, vous remarquez qu'ils ont envoyé énormément de sondes pour étudier ces astéroïdes parce c'est très important, ça nous donne beaucoup d'informations sur Très ces bien. petits corps célestes. Et j'imagine que à l'échelle internationale, il y a beaucoup d'échanges entre Oui, les tout à structures fait. de recherche, à l'instar du CRAC, par exemple, qui vont aussi prendre. Oui. je dirige une équipe de recherche en ce qui concerne les astéroïdes. Et donc, nous travaillons dans ce domaine. Et donc, mon rêve, c'est qu'en Algérie, je ne dirais pas maintenant, mais peut-être dans une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, ou peut-être même dans une vingtaine d'années, l'Algérie ferait partie d'un consortium où on pourra envoyer des sondes spatiales en collaboration bien sûr avec l'ASAL, donc l'Agence spatiale algérienne, pourquoi pas avec d'autres agences Voilà. spatiales. Parce que je pense que il y a une masse critique en ce qui concerne les universités en Algérie, donc ils ont atteint un certain niveau qui permettent D'aller plus loin d'aller plus encore loin, et, donc, je d'être suis au diapason de ce qui se fait en voilà, matière de je dirais que je voilà, suis un peu d'investigation optimiste. spatiale. Je ne dirais pas maintenant en 2023, mais peut-être en 2030. Oui, déjà, il y a une sonde qui a été lancée, mais elle revient qu'en 2029, c'est bien ça, hein, Oui, celle qui vient d'être lancée. Ouais, elle ne va pas revenir, mais elle va étudier ce Elle va que je étudier viens et de transmettre les seulement. informations. Celle qui va revenir, je crois que c'est celle chinoise. Elle s'appelle Tianwen-2. Très bien. Tianwen-2, donc la sonde spatiale chinoise, qui va étudier un autre astéroïde et qu'elle va ramener des échantillons. Donc c'est devenu une sorte de challenge. Il y a beaucoup de pays dans le monde qui s'intéressent. Donc j'ai cité les Japonais, les Américains, les Chinois. Les Européens, oui, mais pas de retour d'échantillons. Et bien sûr, les Émiratis, ils vont envoyer une sonde spatiale en 2028 pour étudier 7 astéroïdes. Vous Excellent. imaginez, bien Excellent. sûr, en collaboration avec la NASA. Et donc, Voilà. donc, Merci beaucoup, Junaid Je vous en Babaïssa. prie, Merci c'était un infiniment plaisir. pour cet C'était un éclairage plaisir. concernant les astéroïdes ce matin. Et puis, merci aussi à M. Ahmim Mourad. Donc, nous avons permis de parler du phoque qui a échoué dans la côte algérienne. Est-ce que l'université a amorcé une dynamique par rapport à ces découvertes? Oui, justement, pas uniquement cette espèce-là. Bon. Et il faut sérieusement dire les choses clairement. C'est que on gère mal notre faune sauvage. On gère mal peut-être que là, malheureusement ça notre va- faune sauvage. Donc il faudrait vraiment qu'il y ait des assises ou bien il faudrait qu'il y ait des rencontres là pour essayer d'améliorer notre gestion de notre faune sauvage parce que là, maintenant, c'est devenu, vous m'excusez du terme, hein, c'est devenu du folklore. Hein, c'est tout le monde qui est là. Ça filme des incendies au lieu de les éteindre. Ça filme des animaux au lieu de les aider. Et ça, donc, ça ne sert absolument à rien de filmer. Il faudrait passer à l'action. Voilà, et être toujours en contact avec les universitaires et les scientifiques pour justement Voilà, on une essaie- bonne on prise essaie en de- charge de il tout faudrait ceci. aussi sensibiliser les gens pour qu'ils puissent avoir cette culture De protection de l'environnement et de la faune. de travailler avec des associations, par exemple.
Inch'Allah. Oui, non, non, ça se fait, il n'y a pas de problème, mais ce qu'il y a, c'est que c'est insuffisant. La télévision doit encore D'où rajouter- votre présence chez nous ce matin. Voilà. Voilà. Le message a été bien lancé, j'espère qu'il trouvera écho. En tout cas, l'écho, on espère qu'il le sera aussi pour tous les Palestiniens qui essayent de parler en faveur de la Palestine partout, qui sont déployés à travers le monde pour dire stop au massacre. En tout cas, nous avons envie d'en parler encore et encore, mais avec nos artistes ce matin. Ça se fera dans un instant avec Mahidine Bantir, mais aussi avec Brahmi Ben Ma'ammar, donc deux interprètes, auteurs-compositeurs très inquiets pour la Palestine. Mais avant, voilà, on va un petit peu planter le décor avec cette très belle chanson, une voix palestinienne hors pair, Ziad Abdallah. شدوا بعضكم يا أهل فلسطين شدوا بعضكم ما ودعتكم رحلة فلسطين ما ودعتكم عوارك صيني لاشتف بالحبر عوارك صيني يا فلسطيني علي جرالش يا فلسطيني شدوا بعضكم يا أهل فلسطين شدوا بعضكم ما ودعتكم رحلة فلسطين ما ودعتكم عوارك صيني لاشتف بالحبر عوارك صيني يا فلسطيني علي جرالش يا فلسطيني والنذر مني نذر علي والنذر مني لارقص واغني بأرضش فلسطين لارقص واغني والنذر شفته نذر علي والنذر شفته ترابج ما عفتو يا فلسطيني ترابج ما عفتو والنذر مني نذر علي والنذر مني لارقص واغني برضش فلسطين لارقص واغني والنذر شفته نذر علي والنذر شفته ترابش ما عفتو يا فلسطيني ترابش ما عفتو شدوا بعض شدوا Voilà, donc c'est un appel, hymne à la Palestine, c'est aussi un appel à l'union de tous les Palestiniens en faveur justement de la lutte contre cette colonisation barbare qui sévit actuellement à Gaza. Et justement, les artistes bougent, les artistes se manifestent pour exprimer leur soutien indéfectible à cette cause palestinienne qui nous est chère. Et aujourd'hui, on est ravis, très honorés de recevoir Mahidine Bantir. Mahidine Bantir est un artiste aux multiples facettes, un passionné qui, lui, a eu l'occasion d'apporter sa pierre à l'édifice de soutien au peuple palestinien. Bonjour, Monsieur Mahidine Bantir, ça va? Ravi de vous retrouver. Vous me rajeunissez. Content d'être à la Parce que maison. J'avais fait le cycle de la RTA Tout à en cachette fait. des Français en 58. Oui, Il y avait M. Laroite comme directeur oui, général. tout à fait, Allah yarhamou. وقال لي on est indépendant, j'ai قلت له Oui. بيستناو فيكم. Oui, et vous avez gardé cette fibre patriotique et cette sensibilité à toutes les luttes qui nous entouraient en tant qu'Algériens sortis d'une guerre très difficile, n'est-ce pas? Oui. Et les Palestiniens aussi, les Libanais
vous ont ému Oui, à un moment donné oui, de votre oui. parcours? Je me rappelle, il y a longtemps, on a reçu les Palestiniens et même on a fait un grand gala et j'ai chanté pour la Palestine. Excellent. C'était les orphelins de la Palestine. Oui, bien sûr. Merci infiniment. Donc, vous faites partie d'une génération de militants, d'engagés pour tous les élans de liberté. Et aujourd'hui, il y a une génération aussi qui réfléchit pareil. On a, en l'occurrence, Brahmi Ben Ammar qui est ici présent. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Vous avez fait le déplacement depuis Nadroma pour parler justement. C'est la cause palestinienne qui nous ramène ici, parce que la cause palestine, c'est une cause centrale de tous les Algériens et nous fait partie, c'est-à-dire nous soutenons cette cause. Très bien. Oui, depuis mon enfance. Et ce ne sont pas que des paroles, effectivement. Depuis votre enfance, vous avez depuis mon essayé enfance, parce que c'est une cause, c'est une idéologie nationale, idéologie de tous les musulmans et certainement en Algérie. C'est-à-dire si quand on parle de la cause palestine, c'est-à-dire on déguste toujours. C'est parce que la Palestine, quand on est les Palestiniens, ce sont des cultivés, attention, ce sont les premiers cultivés au monde. Oui. Ah oui, au monde arabe. Donc la cause palestine sera toujours une cause centrale de tous les Algériens. Absolument, absolument. Vous avez consacré un titre justement à cet effort de paix, donc qui échoue à chaque fois en Palestine. Et votre chanson chante et prône la paix, n'est-ce pas? Oui, on peut rappeler le titre? Sir Laman, c'est-à-dire le secret de la paix. Mais j'ai dit que faites attention, la Palestine est toujours vivante. Il y a toujours des générations, c'est-à-dire on a beaucoup de fleurs qui ont fané, c'est-à-dire des fleurs qui ont fané, c'est-à-dire des martyrs, c'est-à-dire les martyrs. Oui, absolument, absolument. Oui. En tout cas, voilà, c'était pour dire que les différentes générations d'artistes algériens s'expriment par rapport à cette cause. Monsieur Mouhidine Bentir, vous êtes un témoin précieux d'une époque, voilà, une époque où vraiment l'Algérien criait fort son soutien pour la Palestine. Et aujourd'hui, on assiste à l'échelle internationale à un mutisme incroyable. Nous sommes les derniers soutiens de cette cause palestinienne, parmi les derniers du moins. Non, on était déjà les premiers. Oui, absolument. Les premiers, parce que avant même l'indépendance. À l'époque, j'avais créé les Jeux sans frontières et ma fille qui faisait partie d'une équipe palestinienne. Et c'est eux qui ont gagné. Au Caroubier, c'était les Jeux sans frontières. Et aussi en 58, c'était l'ORTF. Oui. Télévision française. Oui. Et comme j'ai fait les scouts à Mekhaled, j'avais l'idée de faire le fameux SIG de la radio et celui de la télé. Tout à fait. Quand je suis revenu du Maquis à la Roate, le premier directeur général de la RTA, il m'a dit on veut un SIG. Voilà deux. Qui nous attendent. Quand Madame Soleil, quand le nom Monsieur Soleil. Oui. Bon souvenir. Oui, absolument, d'excellents souvenirs, d'autant plus que vous étiez pionnier sur plus d'un plan. Vous étiez champion de cross, vous étiez premier rocker algérien. Vous étiez le premier Algérien à dignement représenter notre pays à l'Eurovision à l'époque. J'ai représenté l'Algérie à Varsovie. D'ailleurs, on m'a donné le deuxième prix, mais tous les Polonais, 60 000 Polonais sont levés. Ils m'ont dit non, c'est pas la Canadienne, c'est l'Algérien qui a gagné. Qui a gagné. À Varsovie, oui. Puis à Barcelone, à Barcelone aussi. J'ai classé l'Algérie première et l'Égypte, parce que l'Égypte a envoyé une chanson, une très belle chanson, une boléro tcha-tcha en arabe. Et ils n'ont pas envoyé le chanteur. Donc mon impresseur m'a dit tu vas chanter les deux, tu vas représenter l'Algérie et l'Égypte. Tout à fait. Et bien celui qui a écrit la chanson, il écrivait pour Ward al-Jazaïa, notre belle-sœur. Que de bons souvenirs, que de bons souvenirs. Est-ce que vous vous rappelez d'un des vers du texte que vous avez écrit, Les orphelins de la Palestine en l'occurrence? Est-ce que vous pouvez nous dire une petite phrase avant qu'on écoute la chanson? Oh, j'en ai écrit 200, alors... 250 chansons à votre actif, mais j'imagine que ça a une place particulière. Les orphelins de la Palestine, ils ont privé les enfants de voir la mer. C'est la première phrase qui émane de ce poème, mais on va le découvrir en chanson et on revient juste après.
اللي فنات تخمم وفنت قلبك الأحزان الصبر للحزن أحسان والصبر. Donc c'est voilà, ça c'était plutôt El Bekia. Il y a El Bekia, Bekia qui a été un une succès. dame qui a perdu son fils au maquis. Oui, oui, oui. Et c'est Stamboulé. El Bekia que vous avez chanté quand même dans des festivals à l'international. Voilà, j'ai créé le Panafricain aussi, avec Myriam Makeba, Nina Simone. Oui, avec tous ces militants de la première. C'était mon oui. idée, 80 pays africains. On va écouter un petit extrait. Petit enfant palestinien. Alors arrivaient tous les hommes des kamikazes, comme dérivés, murs de béton très amers, pour arriver à leur maison qu'en rase. Comment peut-on semer les grains sur une terre pleine de mines? Comment peut-on pétrir le pain quand le blé n'a plus de racines? Quand le grand mur de Berlin se déplace en Palestine, il enferme les orphelins et séquestre les orphelines. Quand le grand mur, son destin, emmure l'âme de la Palestine et bloque tous les chemins qui mènent jusqu'à l'usine. Pris en otage, piégés en double sens, bravant tous les barrages, sans papier de naissance. Ce sont des orphelins, sur béton ils dessinent les tags des lendemains, vive la Palestine. Ils se sont réfugiés au pays accueillant, lui-même déjà piégé par obus de canon. En perdant père et mère, âme désespérée, crient les peines de leur terre, des tendresses enterrées, plus envie de vivre, ils caressent la mort, sans la paix ils se livrent à la dernière mort, aux missiles et aux flammes, sous les abus sévères, vivre en paix et réclament la sentence de leur terre. Quand le grand mur de Berlin se déplace en Palestine, il enferme les orphelins et séquestre les orphelines. Quand le grand mur, son destin, emmure l'âme de la Palestine et bloque tous les chemins qui mènent jusqu'à l'usine. Suppression de tranches d'aide pour toute la Palestine par politique très laide d'un trempe-l'œil sans rétine. Chabra, Chatila, sans une justice divine, promis pour le dollar sur feuille d'encre de Chine. Ils sont pris en otage, piégés en double sens, bravant tous les barrages, sans papier de naissance. Ce sont des orphelins, sur béton ils dessinent les tags des lendemains. Vivre ma Palestine, vivre ma Palestine, vivre ma Palestine, vivre ma Palestine. Wahidine Bentir, c'était très émouvant. Nous avons senti chaque mot, chaque phrase. Et on aimerait savoir quand est-ce que vous avez écrit ce poème. Ça remonte quand même à un moment, mais on a l'impression que c'est toujours d'actualité. On a l'impression que vous décrivez la situation d'aujourd'hui. C'est dire que ça perdure. Il y a longtemps que je l'ai écrit, il y a plus de 6 ou 7 ans. Hein. Et ça recommence. Ça recommence. Gaza a vécu plusieurs guerres, puis le blocus n'en finit pas. Un blocus qui a duré 17 ans. Et puis aujourd'hui, on demande à toute une population, et vos phrases décrivent tellement bien cette situation, ils ne peuvent pas aller à l'usine sous les bombardements. On leur demande de quitter le nord Gaza vers le sud sous les bombardements.
C'est impossible, c'est Et cruel. C'est un don de Dieu depuis mon jeune âge, parce que ma femme, Allah yarhamha, d'ailleurs j'ai nommé ma fille Malika à son nom, elle faisait des poèmes aussi. Donc c'est un don de Dieu. M'soré, quand on faisait les scouts et Mirkhad, je leur chantais. J'imagine, j'imagine. Et j'étais le premier Algérien à représenter l'Algérie à Varsovie, Oui. à Bruxelles et en Espagne. J'ai même un disque espagnol. Oui, et puis Oui. vous étiez très célèbre, les années 60, vous avez le vent en poupe, vous étiez le premier rocker algérien à s'imposer un peu partout et très suivi. Donc vous avez eu énormément énormément justement de succès à l'époque, ce qui ne vous a pas empêché d'être sensible aux causes des peuples en souffrance, à l'instar du peuple palestinien, mais aussi le Liban. Le Liban. J'ai fait sur le Liban aussi. Absolument. Oui, j'ai fait sur le Liban. Et à l'époque, j'ai dit pourquoi tous les pays font ça, font l'Eurovision, et nous, pourquoi on ne fait pas le festival panafricain? Oui. On a fait, c'était mes décors, on a invité hors concours, donc il y avait 80 pays africains. Oui, en 69, c'était une grande fête de l'Afrique. Hors concours, c'était Myriam Makeba, dont il lui a écrit une chanson en arabe, Ana Harra Fil Jazair, Toumi, Mustafa Toumi. Alors de dire, nous on riait, très bien reprise aussi par la Marie. Parce que comme elle ne prononçait pas bien l'arabe, au lieu de dire Ana Harra Fil Jazair, elle dit Ana Harra. Oui, Harra, et puis ça faisait des anecdotes. Il me faisait rire. Absolument. Il y avait Myriam Makeba, il y avait Nina Simone. Et j'ai dit, pourquoi tous les pays font des Eurovisions, on va faire le festival panafricain. Et j'ai fait des grands totems de sculpture. Oui, c'est ce qui nous amène à dire que vous êtes aussi un artiste aux multiples facettes. Vous êtes scénographe, décorateur, comédien, vous êtes producteur, et j'en passe. Donc vous avez vraiment touché à tous les métiers des arts et de l'audiovisuel de manière générale. Mais on va aussi demander l'impression de notre ami Brahmi, ici présent. Donc Brahmi, Ben Ammar, c'est la première fois que vous rencontrez Mehdi Bentir? Oui, j'ai impressionné parce que c'est la première fois que je l'ai rencontré et j'ai trouvé beaucoup de choses qui m'appartiennent. Donc, qui m'appartiennent. Donc on a collaboré quelque chose, c'est-à-dire échanger ce qu'on a comme de commun, parce que c'est vrai que vous aussi, vous êtes un artiste complètement engagé quand il s'agit de dénoncer l'injustice et quand il s'agit d'œuvrer pour la paix. Et vous avez écrit donc cette très belle chanson, un hymne à la paix qu'on aimerait bien écouter. D'ailleurs, si la régie peut nous le préparer. Oui, c'est une chanson qui est écrite en 2000. Je pense, j'ai écrit le texte qui a été écrit en 2005. 2005 et j'ai essayé de faire la musique avec un compagnon de Keb Mounir. C'est un grand compositeur à Ndroma. C'est un grand compositeur, auteur ici. Il parle 4 langues. Donc on a essayé de faire un album. Premier, c'est ce qui s'appelait Sidiochik Moulana, un album qui est fusion entre le country, le folk. On a fusionné notre musique, notre chanson avec d'autres styles, en évitant le psittacisme, c'est-à-dire le psittacisme, c'est celui qui ramène toujours la chorale. On a évité ce terme. Oui, il y a des arrangements assez modernes. Des arrangements assez modernes. Et pour la paix, j'ai fait un mode qui est chabi, c'est-à-dire chabi algérien. Donc j'ai essayé de transporter ce que j'ai comme émotion pour la paix, pour tous les Algériens et pour tous les pays musulmans qui ont été en guerre. Oui. C'est-à-dire, donc j'ai pensé au premier lieu à Palestine, au Chichan, et il y a beaucoup de Liban, etc. Il y a beaucoup de pays qui souffrent. En tout cas, vous dénoncez la guerre. Vous dénoncez la guerre dans ce poème. On peut peut-être rappeler la première phrase qui parle tout de suite des... C'est un message pour la paix, oui. C'est un message pour la paix, un message d'espoir, comme quoi, voilà, les guerres finissent
finissent toujours par s'estomper pour laisser place au soleil, pour laisser place à la vie, pour laisser place à la construction. Donc la Palestine donc, est dans le cœur de tous les Algériens, M. Mahidine Boston. Oui, oui. Et je voudrais rendre hommage aussi aux anciennes maquisardes et celles qui étaient en prison, dans ma cousine Zahia Taglit, Jamila Boupacha, que j'embrasse très fort. Qui est toujours vivante. Dites-la Fadila Zeri. Oui. Dans le plateau, elle a chanté pour elle. Oui, alors Jamila Boupacha qui a inspiré une grande œuvre de célébrissime Picasso. Oui. Et moi, j'étais au Wydad de Bellecour, j'étais champion de cross. Oui, vous étiez champion de cross. Voilà, vous avez évolué justement à Bellecour, de la Casbah. Avant le CRB, c'était le Wydad de Bellecour. Oui. Et on courait pieds nus sous la pluie, on battait les pieds noirs. Absolument. Parce qu'on a les pieds blanches. Et oui, souvenir. C'était notre dirigeant, Saoud Nocera, et notre président, c'était Tchouboun. C'était malgré pieds nus, sous la pluie, sous la neige, je gagnais avec 800 mètres d'avance sur 8 km. Oui, vous étiez un grand battant, mais moi je me demande, c'est-à-dire que nous, il nous aurait fallu 2 vies peut-être pour vivre tout ce que vous avez vécu, M. Mahidine Bonter, parce que vous avez de multiples facettes, et puis vous êtes quand même l'auteur d'ouvrages très intéressants. On va peut-être rappeler certains d'entre eux. Donc voilà, là on a découvert un très beau poème déjà tout à l'heure, Les enfants de la Palestine, mais bon, j'y arriverai dans un petit instant. Mais vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, j'essaie de retrouver, bon, ça viendra. Je pleure sur Beyrouth, il y a Petit enfant palestinien. Voilà. Il y a aussi, j'ai écrit sur l'immigration aussi, sur la jeune fille qu'ils ont noyé à l'âge de 15 ans. J'ai fait un très beau poème. D'ailleurs, ils ont fait à Paris, ils ont fait comment dirais-je, comme une statue là, à l'hommage. Ça va me revenir. Et oui, donc voilà, vous avez en tout cas consacré de nombreux ouvrages à ce qui vous tenait à cœur pendant tout un parcours qui aujourd'hui continue et se poursuit parce que vous avez aussi une aptitude à la peinture et à la sculpture que vous avez conservée. Vous continuez quand même de peindre aujourd'hui? Oui, je peins beaucoup, surtout la Casbah. J'ai exposé à Paris la Casbah, j'aime beaucoup la Casbah. Parce que mon oncle, j'étais jeune, j'allais voir mon oncle rue de Thèbes, là où il habitait Roger Hanin. Et Roger Hanin, il leur a dit de m'enterrer avec mon grand-père. Alors, après, on a fait le festival de la chanson à Barcelone, toujours dans les 3 premiers. J'ai représenté aussi l'Égypte. Parce qu'ils ont envoyé la chanson, mais ils n'ont pas envoyé un très beau boléro tcha-tcha. Dont le compositeur, il composait pour Warda El-Jazairiya, Allah yarhamha. C'était notre belle-sœur. Et il est venu d'Égypte pour me féliciter à Paris. Et à le Wydad de Bellecour, je faisais du cross, j'étais entraîneur. Oui, et donc en tout cas, on est à une semaine de la célébration de cet anniversaire tant attendu pour la télévision algérienne. Je rappelle pour ceux qui nous suivent ce matin que vous avez été l'auteur de ce logo qui a été donc le premier de la télévision dans l'histoire de la télévision algérienne. Nous allons certainement revenir sur ce fabuleux destin, le vôtre en l'occurrence, dans quelques jours. On a été ravis de vous recevoir ce matin. Merci et beaucoup. voilà, si vous avez envie de conclure, un petit mot pour justement nos amis palestiniens à Gaza. Eh bien, je suis pour eux et j'écris pour eux et je veux les aider là où ils sont. Inch'Allah. Inch'Allah. Je rappelle que vous êtes l'auteur de plusieurs livres, Chansons enragées, Pacifiquement vôtre, Mémoire et déboire. Aujourd'hui, octogénaire, vous témoignez de votre soutien à la Palestine, ainsi que Brahmi donc, Ben Ammar, qui est venu de Nadrouma, et aussi qui va conclure cette rencontre ce matin. Pour la Palestine, je dis Nasrun min Allahi wa fathun qarib. C'est-à-dire la Palestine, toujours, ce sera toujours dans nos cœurs. Et pour les confrères palestiniens, c'est-à-dire vas-y, c'est-à-dire
nous sommes là pour vous. Voilà. Voilà. Eh bien, merci infiniment. Donc, je rappelle que vous êtes l'auteur de Jawhar al-Malhoun. Vous avez beaucoup travaillé sur le patrimoine algérien et vous avez à votre actif 21 albums, donc plutôt un album et beaucoup de titres, justement, beaucoup de singles qu'on découvrira certainement à une autre occasion, Inch'Allah. Merci d'avoir bien voulu témoigner ce matin de votre soutien aux Palestiniens de Gaza. Merci à tous ceux qui sont avec nous. Restez dans un moment, nous allons parler du Salon international du livre d'Alger. C'est après ceci. والشتا رواني والصيف لما أتى ولع من نيراني بيضل عمر فدا نذر للحرية بيضل عمر فدا نذر للحرية يما مويل الهوى يما والشتا رواني والصيف لما أتى ولع من نيراني بيضل عمر الفتى نذر للحرية بيضل عمر فدا نذر للحرية يما مويل الهوى يما ضرب الخناجر ولا حكم النادر فيا يما مويل الهوى يما مويليا ضرب الخناجر ولا حكم النادر فيا يما مويل الهوى يما. Voilà, un grand salut à nos amis. Ce sont des chanteurs lyriques bien de chez nous qui ont repris un célèbre poème palestinien et qui ont vraiment voulu témoigner de leur soutien à la Palestine à travers cette très belle chanson. Nous citerons entre autres Mohamed Yassine Yahyaoui que nous avons reçu ici même il y a quelques jours. Alors aujourd'hui, nous allons parler du retour du SILA, c'est-à-dire la 26e édition sera lancée très prochainement. Le départ est prévu pour le 25 octobre, donc jusqu'au 4 novembre prochain. Et pour en parler justement, nous avons le plaisir ce matin de recevoir et d'accueillir le commissaire de cette édition et du SILA de manière générale. Il s'agit de Mohamed Igerb. Bonjour, bienvenue. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Tout le plaisir est pour nous ce matin, surtout quand il s'agit justement de mettre au courant les téléspectateurs de notre chaîne quant aux nouveautés. À chaque fois, le SILA vient et ramène dans son sillage des auteurs et des œuvres monumentales. Et on se fera un plaisir de leur donner quelques indices ce matin. Tout à fait. Donc, le Salon international du livre d'Alger revient pour ses amoureux, les amoureux du livre et des lettres. Donc, il se tiendra, comme vous l'avez si bien dit, du 25 octobre au 4 novembre au Palais des Expositions des Pins Maritimes, sachant que le premier jour sera réservé à l'inauguration officielle. Autrement dit, l'entrée au public interviendra le lendemain, à savoir le jeudi 26 octobre au 4 novembre. C'est une édition spéciale, c'est une édition particulière, de par d'abord
l'Afrique à l'honneur. Absolument. Voilà. Le slogan retenu, c'est l'Afrique écrit l'avenir. C'est pas mal. Voilà, avec un slogan, donc l'Afrique écrit l'avenir. C'est une édition particulière par le fait qu'elle a enregistré une participation record, donc avec 1283 exposants représentant 60 pays issus de 4 coins du globe. Oui. En plus, alors l'exposition vente de livres requiert 4 pavillons entiers sur une surface ou une étendue qui dépassant les 20 000 mètres carrés. En plus de l'exposition vente de livres, donc il y a un programme d'animation culturelle riche et varié, équilibré, donc qui va accompagner cette édition 10 jours durant. Voilà. Des grandes figures de la scène littéraire et culturelle. 18 pays africains prennent part à l'événement cette année. Tout à fait. Donc, avec ces écrivains, ces hommes et femmes de lettres, mais aussi ces éditeurs qui seront là avec nous, mais aussi du monde arabe et la Palestine cette année pour laquelle donc, nous avons une pensée toute particulière que nous soutenons dans ses douleurs et sa lutte contre l'occupant sioniste. Donc aura aussi la part belle avec sa présence à travers des écrivains de renom, à l'exemple de Brahim Nasrallah, Yahya Yekhlef, mais aussi des éditeurs donc, palestiniens qui seront là avec nous présents sur un stand donc, au pavillon central bien éclairé et bien aménagé aux couleurs de la Palestine, bien sûr en présence de l'ambassade de Palestine à Alger. Excellent, donc il faut dire aussi que la programmation ne s'attendait pas à une telle crise humanitaire qui sévit actuellement du côté de Gaza, occupée et donc est assiégée. Mais j'imagine, ça a toujours été le cas pour le SILA. On a toujours lancé des débats très profonds autour des questions d'actualité. Ce sera le cas, j'imagine. Absolument, absolument. En tout cas, la Palestine n'a jamais été absente au Salon international du livre d'Alger. Elle y a été présente, donc toujours donc avec un stand, mais aussi une présence soutenue donc, de ces écrivains, de ces auteurs, de ces intellectuels, mais aussi de ces éditeurs pour lesquels une attention particulière et un accueil chaleureux leur sera réservé. Comme à l'accoutumée. Voilà. On va peut-être donner quelques éléments d'information relatifs aux invités, les stars du SILA pour cette année. On peut citer peut-être déjà la liste des auteurs algériens qui sont toujours très attendus, qui ont un lectorat très fidèle d'ailleurs. Absolument, donc des gros noms, que ce soit de la scène littéraire et culturelle algérienne, prendront part donc, à cette 26e édition. Je citerai donc à titre d'exemple Amin Zawi, Wassini Laraj, Habib Sayah, Maïs Sabay, etc. Akli Tadjer, Rachid Boujedra, sera de la partie absolument. Donc la littérature de la diaspora aussi sera invitée cette année. Voilà, et pas mal de carrières d'auteurs seront présents à l'occasion de la 26e édition, mais aussi des écrivains aussi de renom africains, à l'exemple de Kalix Beyala, donc du Cameroun, Tierno Monembo de la Guinée, Fatoumata du Mali, mais aussi... Fatoumata qui est vraiment très présente dans les médias étrangers depuis quelque temps. Absolument, c'est des écrivains de renom. Qui défend la voix de l'Afrique, justement. Absolument, absolument. C'est des écrivains connus donc, sur la scène littéraire internationale, régionale, mais aussi depuis la crise maléenne, elle s'est beaucoup exprimée. Et j'imagine que les téléspectateurs algériens, qui sont des téléspectateurs très épris, justement, de culture, et vont pouvoir la rencontrer très certainement, sur place. Parce que c'est quand même des écrivains et c'est des figures littéraires qui sont connues des lecteurs algériens. Donc très certainement, donc, ces personnalités-là vont connaître très certainement un afflux remarquable d'Algériens qui vont venir, fort nombreux, donc, aux différentes rencontres et conférences qui vont avoir lieu à l'occasion de cette 26e édition. Todd Shepard sera de la partie aussi absolument, pour représenter les USA. J'allais en venir, aussi. voilà. Donc d'Amérique aussi, donc on accueillera le grand historien ami de l'Algérie, donc qui est Todd Shepard, dont aussi les œuvres et les productions littéraires sont connues
des Algériens et des lecteurs algériens de manière générale. Il sera donc à travers, voilà, il sera présent. Donc le programme, donc je vous invite donc, j'invite les téléspectateurs, pardon, à le consulter. Très simplement en mettant tout simplement son portable sur le QR code qui se trouve un peu partout sur les supports de communication, et l'accès est direct donc à l'ensemble du programme et dans les langues, dans les différentes langues, que ce soit donc dans la langue nationale, en français ou en anglais. En anglais. Il y aura des débats en anglais cette année, et voilà, parce qu'il y aura aussi des auteurs anglophones qui ont aussi une part belle dans cette participation. Absolument. Il y a des écrivains intellectuels africains qui s'expriment donc en anglais, mais aussi des Anglais comme les Américains, mais aussi des Anglais donc de Grande-Bretagne donc qui seront là pour faire partie aussi du panel d'écrivains intellectuels qui vont animer donc le programme de conférences, débats, rencontres qui vont avoir lieu à l'occasion de cette édition. Voilà. L'Algérie se tourne vers l'Afrique, économiquement parlant, mais aussi culturellement parlant. On atteste justement ce choix justement de l'organisation du SILA par rapport à un slogan, donc l'Afrique qui écrit son avenir. Donc, c'est venu comment, naturellement, cette pensée pour l'Afrique? Tout naturellement, l'Afrique construit son avenir. Tout naturellement, nous sommes africains, nous appartenons au continent africain. C'est tout simplement le prolongement géographique, culturel et économique de l'Algérie vers l'Afrique. C'est aussi une manière aussi de consolider les grands efforts que consent l'Algérie au profit des peuples d'Afrique. Les écrivains et hommes de lettres africains sont en train de dénoncer à travers les différentes, les différentes plaques tournantes de la littérature mondiale, sont en train de dénoncer justement tous ces clichés, toute cette dévalorisation un petit peu de l'identité africaine à travers juste des stigmates et une façon de voir assez exotique de l'Afrique et qui perdure. Oui, on entend des voix par-ci par-là, justement, dénigrer, si je puis dire ça ainsi, tout ce qui vient d'Afrique, sachant, et pourtant, c'est un continent qui requiert des compétences et des capacités extraordinaires, non seulement dans le monde des lettres, de la littérature, mais aussi de la science et dans tous les domaines des connaissances et des savoirs. Des figures emblématiques dans plusieurs domaines sont connues, reconnues dans le monde entier. En tout cas, l'Algérie est l'un des pays qui a toujours donc soutenu toutes ces énergies, toutes ces compétences, et qui n'a de cesse ce travail de manière à consolider ces ponts de communication justement entre l'Algérie et les peuples d'Afrique. Et oui, et bien sûr, ce débat va certainement se traduire à travers les différentes rencontres et tables rondes initiées par l'organisation de SILA, à l'occasion de cette belle rencontre, cette belle fête de la littérature attendue entre le 25 octobre et le 4 novembre prochain. Donc c'est au niveau de la SAFEX, les pas maritimes, que se dérouleront la plupart des débats donc initiés par les organisateurs, dont le commissaire est avec nous ce matin. Donc, M. Mohamed Gerb, merci pour cet éclairage. Donc, 11 journées de bonheur pour le lectorat. Absolument, ce sera le bonheur complet, puisque ce sera la part belle, donc à des moments magiques, ces moments donc, de rencontre entre les lecteurs et les auteurs, ces moments de signature, ces moments de dédicace, qui sont des moments extraordinaires, c'est des moments très forts. Donc, ce sera le Palais des Expositions, donc ouvrira donc de 10h du matin jusqu'à 22h de l'après-midi, en fait, dans la soirée. Et nous invitons donc tout le monde à être présent à ce salon, parce que c'est quand même une occasion inouïe, une occasion idoine pour trouver d'abord les nouveautés qu'on ne trouve peut-être pas tout le temps au niveau des librairies, mais c'est surtout à des prix super intéressants dès lors que l'État a exempté le salon de tous les droits et taxes. Excellent, excellent à savoir en tout cas pour tous ceux qui désirent acquérir les ouvrages dont ils ont rêvé ces derniers temps. Merci infiniment, M. Mohamed Gerb. J'ai envie de vous dire bon vent pour cette 26e édition.
puisse-t-elle être réussie comme les autres et les précédentes et nous offrir des moments de bonheur en littérature. Merci également à tous ceux qui sont avec nous voilà, depuis le début. On va continuer, mais pour ceux qui étaient là au début, nous avons présenté une très belle chanson tout à l'heure. Il s'agissait des Pink Floyd avec Roger Waters. Donc cette chanson qu'on va réécouter tout de suite, le temps de recevoir Yezid Ait Mahiddine pour un commentaire concernant la genèse de cette œuvre artistique remarquable. C'est parti. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. And we'll walk hand in hand. We'll walk hand in hand. We'll walk hand in hand one day. C'est une chanson qui a marqué les esprits et aujourd'hui, Yezid Ait Mahiddine, notre rédacteur en chef, a tenu justement à marquer une halte pour en parler, pour dire la valeur de cette œuvre monumentale. Bonjour Yezid. Bonjour, ça va? Très bien. Eh bien oui, c'est Roger Waters des Pink Floyd qui a été, je pense, il y a 14 ans sur les lieux. Il a été à Raza, il a été en West Bank, donc en Cisjordanie, où il a été inspiré pour reprendre cet hymne à la résistance, ce hymne à la liberté qui est We Shall Overcome. On se rappelle même la marche contre l'apartheid, la marche des droits civiques, etc. Donc il y a eu ce moment, cet instant historique, cette séquence historique où la liberté, elle a pris le dessus sur le mal, en fait. Absolument. Et je voulais dire qu'il y a eu beaucoup de chanteurs, en fait. Elle a beaucoup été reprise. Oui, elle a été reprise, mais il y a aussi d'autres chanteurs qui ont chanté pour la Palestine, qui ont déclamé un hymne pour la Palestine en suédois, en espagnol, en français, en anglais, en fait dans toutes les langues. Nous allons voir quelques extraits pour voir un petit peu comment la Palestine commence aujourd'hui à cristalliser cet esprit pour la résistance et pour la liberté. Oui, Mano Chahut, c'est une icône aussi de ce chant contestataire, la world music, qui a aussi donc chanté la paix pour la Palestine, la liberté et la décolonisation. En fait, lui, il était quelqu'un d'anticonformiste et d'avant-gardiste. Il a chanté toujours les nobles causes de l'humanité. Absolument, donc... C'est clair que beaucoup d'artistes sont sensibles, ils sont contre l'injustice et ils l'expriment avec beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation. Oui, il y a aussi une chanteuse suédoise aussi, il y a de la chanson celtico-palestinienne également. Et...
Donc c'est des rythmes de debka palestinienne. Et puis on voit aussi que dans les pays nordiques, il y a cette solidarité indéfectible pour la Palestine, que ce soit en Suède, en Danemark, en Norvège, en Islande. Il y a beaucoup d'esprit libre et de ces femmes éprises de justice et de liberté pour la cause palestinienne. Voilà. Et puis des images qui parlent aussi dans ce clip, qui dénoncent un petit peu la violence. Oui, c'est une reconstitution de ces snipers qui sont là, Bachar, Kelsoum et Abdel Wahab. Aux Algériens juste par rapport à leur couleur, voilà, à leur faciès, à leur apparence. Et il y a même je pense à l'époque, il y a eu même des latino-américains, il y a des gens qui n'ont rien à voir avec qui ont été jetés dans la Seine, qui ont été aussi réprimés dans le sang. Donc il y a eu cette manifestation pacifique, c'est la base des travailleurs algériens, des membres de la Fédération de France du FLN. C'est eux qui ont demandé à ce qu'il y ait cette manifestation et par la suite le bureau fédéral a validé en fait cette décision pour faire une marche pacifique le 17 octobre 1961 et aujourd'hui je pense que c'est un crime d'État, c'est un crime contre l'humanité ce qui s'est passé où l'on a jeté même des enfants, Fatima Bial qui était une écolière qui a été jetée dans la Seine et aujourd'hui elle est devenue une icône de cette résistance, une icône du combat libérateur. Il y a aussi Daniel Mille, je pense, qui a écrit aussi un livre sur le militantisme ou le combat des femmes au cœur de la Révolution française dans la Fédération de France du FLN. Donc le travail a été mené par les travailleurs algériens, non seulement par leur discipline, par les cotisations, par des agents de liaison. Ils étaient aussi dans des prisons, la prison de Fresnes qui était aussi un des nids de la résistance algérienne. Et tout ce qu'a fait cette Fédération de France depuis, on peut remonter jusqu'à l'étoile nord-africaine, c'était en fait l'une des écoles du nationalisme, l'une des écoles
du nationalisme algérien et du patriotisme. En fait, voilà. Elle a assuré les bases arrières de notre révolution et l'alimentation en armement. Donc, c'est fait grâce à tous ces militants de la première heure qui étaient justement à l'étranger pour soutenir la cause algérienne. Voilà, donc c'est par rapport à cet hymne à la liberté. Hier, c'était l'Algérie qui a fait face à la France coloniale et aujourd'hui la Palestine qui fait face aussi à l'apartheid, qui fait face aussi à la colonisation israélienne. Merci beaucoup Yazid Aïd Mahieddine. Merci à tous ceux qui sont avec nous. Dernière ligne droite dans ce magazine, nous parlerons de sécurité routière dans un instant avec Hasna Zoubeiri qu'on attend impatiemment. et des accidents de la circulation, des accidents voire mortels comme l'accident qui s'est produit l'hiver dernier, en début de cette année. Plus de 10 morts, carambolage, un bus, un camion, donc c'était terrible, oui. C'est terrible, et c'est vrai que quand il y a des bouchons, c'est là où les conducteurs sont impatients d'aller plus vite et ils essayent, ils contournent, ils ne respectent plus le code de la route, ils ne respectent plus les codes d'usage par rapport au civisme en route. Exactement, il y a des pratiques qu'on voit aujourd'hui qui sont inconscients tout simplement, une pratique inconsciente comme les dépassements. D'ailleurs, c'est notre sujet d'aujourd'hui à la DIA, les dépassements à droite
notamment, j'en ai horreur. qui devient monnaie courante malheureusement sur nos routes. Oui. Absolument, sur nos autoroutes, j'ai vécu la situation. Voilà, on vous prend de court et ça sort de nulle part. Et là, des fois, c'est l'ombre mort. Donc, Oui, on ne tout à voit fait. pas le véhicule qui arrive. Et malheureusement, s'il y a c'est un nouveau permis ou là, il fait une pratique, s'il fait un coup de volant ou là, une manœuvre dangereuse, et voilà, et tout le monde est parti. D'ailleurs, une vidéo qu'on va voir aujourd'hui, c'est... On va découvrir cette première vidéo d'abord. Voilà. Ah, je crois qu'elle est déjà passée. Je pense que la Elle est vidéo déjà passée, on n'a Oui, pas commenté, on n'a absolument. pas vu. Très bien. On n'a pas vu. Mais vous la connaissez par cœur, vous pouvez toujours C'est ça, commenter. c'était donc la vidéo qui a fait le tour sur les réseaux sociaux, donc il y a 2 ans je pense, il y a 2 ans sur l'autoroute La Rocade Ouest au niveau de Ben Aknoun, D'accord. entre Saïd Hamdine et Ben Aknoun. Et il a doublé à droite et le véhicule est sorti sur le bas-côté et s'est renversé carrément. Ce qui a engendré, bon, heureusement qu'il n'y a pas eu de mort, alhamdoulilah, mais des dégâts matériels et puis c'était quand même une... Oui, c'est important quand c'est même. important, C'est ça important. fait un Sans bouchon, parler, puis c'est une route qui est très fréquentée. Sans oublier le choc que ça peut le choc du conducteur, provoquer, pour le effectivement. conducteur, oui. Le choc pour le conducteur, le choc pour ceux qui vont suivre, qui vont peut-être aller vers un carambolage, C'est ça. et ça va être C'est ça. terrible avec C'est des ça. conséquences sur la santé de l'être humain, mais aussi sur le mental. Et puis voilà, donc, et vous avez une seconde vidéo aussi qui illustre un petit peu cet aspect de dépassement oui. à droite, dangereux à droite. Alors là, la deuxième vidéo, c'est carrément en zone urbaine. Donc là où en principe, on roule doucement, on fait attention, notamment par rapport aux enfants, par rapport... Oui, là on est sur l'autoroute. Ça, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est Ben Aknoun. de Ben Aknoun. Oui. C'est terrible. une vidéo qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. C'est une vidéo qu'on a vue et revue plusieurs fois. Heureusement, grâce aux caméras de surveillance et au signalement de certains citoyens qui sont conscients, la personne qui a causé cet accident a été arrêtée. Oui. A été arrêtée. Et va répondre un petit peu de ses actes. Tout à fait. Excellent. Tout à fait. Excellent, Tout c'est à ce qu'il fait. faut. Tout à fait. C'est ce qu'on demande, nous, en tant que conducteurs, comment dire, consciencieux et voilà, et respectueux du code de la route. Donc aujourd'hui, les caméras de surveillance au niveau de la capitale et dans certaines villes, des grandes villes du pays, servent justement aujourd'hui à faire un signalement en cas de conduite dangereuse, notamment, oui. Oui, parce que beaucoup de ces personnes inconscientes prennent la fuite. Prennent la fuite, c'est-à-dire que n'assument pas parfois. Ce chauffeur a pris la fuite justement, oui. Donc il a poussé le véhicule X à sortir de la route et il a pris la fuite. Oui. Donc heureusement qu'il y avait les caméras de surveillance qui ont pu... Puis il y avait même, je pense, un conducteur qui était sur la même route. Il avait fait une vidéo, il l'avait postée sur les réseaux sociaux, ce qui a aidé un peu les policiers à faire... arrêter le chauffeur. À continuer leur enquête et à arrêter ce chauffeur. J'espère qu'ils seront nombreux à être appréhendés après cette première. Donc, on a un chiffre à la dire aujourd'hui. Je voulais juste ouvrir une parenthèse. On m'a toujours dit que les conducteurs des gros engins, voilà, des poids lourds, ont moins justement la possibilité de réagir à un dépassement pareil à droite. Parce qu'ils n'ont pas... C'est un angle mort pour un conducteur de semi ou un conducteur de poids lourd. C'est vrai. Ça c'est arrivé à plusieurs conducteurs. Même s'ils roulent à sa droite, donc quand on passe notre permis de conduire, le moniteur nous dit jamais rouler à droite d'un engin ou d'un camion ou d'un bus aussi. Oui. Donc parce qu'il a un angle mort on ne voit pas une petite voiture. Voilà. Hasna Zoubeli, c'est le moment de conclure. Oui. À vous l'honneur. Écoutez, aujourd'hui, les dépassements à droite sont de plus en plus fréquents. À travers cette rubrique, à travers mon émission Ça tient la route, que j'ai d'ailleurs commencé la diffusion dimanche passé, on fait de la sensibilisation. Aujourd'hui, il faut faire très attention par rapport à cette pratique. Même s'il y a des jeunes qui ont l'habitude de le faire, faites gaffe. Voilà. Merci infiniment. C'est moi à la dire. Merci beaucoup. Voilà, pensez à vos amis, pensez à vos familles quand vous êtes sur les routes. On n'est pas à l'abri justement d'un accident. J'aimerais aussi dire à tout le monde, prenez le temps
pour voir votre famille ou vos amis, leur dire combien vous leur témoignez de l'amour ou de l'amitié. Tout dépend, ça dépend de la relation. En tout cas, aujourd'hui, j'ai perdu un ami et je tenais à présenter mes condoléances à toute la famille Khiyar pour la perte de Ammar Khiyar, producteur et aussi réalisateur et un grand érudit. Donc on a perdu, il a tiré sa révérence et puis Allah yarhamou, Inch'Allah. Passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes, mesdames et messieurs, à très bientôt.